Analytech, c'est un des labos de CCA Group. Associé à Cosmebac pour les analyses microbiologiques et Cosmepar pour les études tox, Analytech est dédié aux études physico-chimiques et analytiques des produits cosmétiques. Aujourd'hui, l'activité d'Analytech est répartie en 4 pôles d'activité distincts. Premier pôle, les mesures physico-chimiques. pH, viscosité, indice d'acide, indice de peroxyde, AW. Autant de prestations réalisées par Analytech pour ses clients qui ne sont pas dotés en interne. Deuxième pôle d'activité, les études de stabilité et de compatibilité. Il s'agit ici de stocker les produits en enceinte climatique pour du vieillissement accéléré, puis, à chaque échéance, réaliser les mesures et les dosages prévus dans le protocole, notamment la recherche d'éléments de migration issus du pack vers la formule. Troisième pôle du laboratoire Analytech, le dosage des actifs. C'est l'activité principale du laboratoire. De nombreux clients nous demandent de doser leurs conservateurs, les filtres solaires, les vitamines, les antioxydants à des fins de libération des lots. En effet, ils s'assurent que leurs produits contiennent les actifs aux bonnes concentrations avant de les libérer, tout comme ils le font pour la microbio. Quatrième pôle d'activité, le dosage des indésirables. À des fins de conformité réglementaire, de nombreux clients nous demandent de doser des éléments à l'état de trace, tels que les allergènes, les plastifiants, les nitrosamines et, c'est le sujet du jour, les métaux. Nous laissons maintenant la parole à Gaël Gervais qui va nous faire un état des lieux complet sur ce sujet. Merci pour ces quelques mots d'introduction. Bienvenue à tous, je suis Gaël Gervais, le responsable du département Analytech. En tant que laboratoire d'analyse et conseil, nous accompagnons les professionnels de la cosmétique sur à peu près tous les dosages de métaux. Nous disposons d'un catalogue de technologies en interne ou en externe que nous nous proposons de mettre à disposition de nos partenaires pour couvrir effectivement tout ce qui se fait en termes de dosage des éléments métalliques. Clairement, ces dernières années, il y a une technologie, l'ICP, qui a été mise très en avant et c'est peut-être plus forcément le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, on souhaitait vraiment aussi faire le tour du périmètre sur ce sujet. De quoi va-t-on discuter ? Nous allons dans un premier temps voir les métaux en cosmétique en général, de quels éléments on parle, quelles sont les obligations réglementaires et d'où ils proviennent. Nous verrons ensuite un panorama des principales méthodes analytiques disponibles à ce jour pour doser tous ces éléments. On fera un focus beaucoup plus particulier sur la fluorescence X et on fera une petite conclusion sur l'ensemble de ces technologies. Avant toute chose, qu'entend-on par métal ou élément chimique ? Quelle est cette différence ? Il faut savoir que tous les métaux sont des éléments chimiques. Par contre, tous les éléments chimiques ne sont pas des métaux. Un élément chimique, tel qu'il est présenté dans le tableau périodique des éléments, est défini par un nom, carbone, oxygène, azote, cuivre, zinc, titane, bismuth, tout ce que vous voulez, un symbole, généralement une lettre, voire deux, et un numéro atomique. Ce qui définit un élément, c'est son numéro atomique, qui correspond très précisément au nombre de protons, 6 protons carbone, 7 protons azote, 8 protons oxygène, et ainsi de suite. Et enfin, un numéro qui correspond à l'isotope ou aux isotopes de l'élément en question, qui correspond au nombre de protons, de la somme proton plus neutron, de cet élément. Cela étant dit, qu'est-ce qui définit un élément chimique métallique d'un élément chimique non métallique ? Eh bien, c'est globalement l'ensemble des propriétés physico-chimiques de ces différents éléments qui vont classer dans l'une ou l'autre des catégories. Cependant, la frontière n'est pas si bien tranchée que ça, et effectivement, un certain nombre de métaux seront ni l'un ni l'autre, ou dans une catégorie ou l'autre. C'est pourquoi, globalement, la notion d'élément chimique, pour moi, est plus exhaustive ou plus vraie que parler de métaux, pas métaux. On va parler d'éléments chimiques. Quand on parle d'éléments chimiques, on aura tout le temps affaire à une forme de dualité ou de dichotomie, à savoir qu'il y a des éléments indésirables et des éléments actifs, voire souhaitables, qui peuvent être souvent les mêmes. Certains éléments sont même des actifs à l'origine d'allégations, de revendications pour lesquelles la présence est à confirmer. Par exemple, c'est le cas du titane, du zinc en tant que filtre solaire. Ça peut être l'aluminium sous forme de silicate d'aluminium dans les argiles. Un élément chimique peut ainsi être à la fois indésirable et souhaitable.
tout n'est qu'une question de quantité, de zone, de concentration, de cible, à l'image de la chimie en général. Si l'on parle d'éléments indésirables, le terme de métaux lourds nous vient très rapidement en tête. De quoi s'agit-il ? La définition historique des métaux lourds concerne les éléments chimiques pour lesquels la densité est supérieure à 5 grammes par centimètre cube. Comme on peut le voir aussi sur cette diapo, effectivement, il y a aussi des éléments historiques, toxiques, définis par, à l'époque, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies, l'ADEME, comme étant les métaux toxiques, parmi lesquels on retrouve les très classiques étain, plomb, mercure, arsenic et ainsi de suite, mais également des métaux qui pourraient potentiellement poser d'autres problèmes, puisqu'on retrouve à nouveau le zinc, le titane qu'on évoquait juste avant. Si maintenant on s'intéresse au cadre cosmétique, le règlement européen précise dans son annexe 2 que 8 métaux, en rouge sur la diapositive que vous pouvez voir, 8 métaux sont interdits, et ce, quel que soit l'état sous lequel ils se trouvent dans les produits. 14 autres sont également interdits, mais en fonction de la forme sous laquelle ils se trouvent. Ce sont donc des oxydes très particuliers qui justifient d'une toxicité particulière. C'est le cas notamment du chrome, puisque le chrome hexavalent, le chrome 6, est extrêmement cancérigène et donc interdit quelle que soit sa concentration. A l'inverse, le chrome 3 est très utilisé comme pigment vert dans quasiment tous les maquillages. Petite particularité également du règlement cosmétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil défini sur l'interdiction ou non de tel ou tel métal, c'est du ressort de l'évaluateur de la sécurité. Si l'on se penche maintenant sur les origines, les sources des métaux ou des éléments chimiques d'intérêt dans les cosmétiques, d'où viennent-ils ? Globalement, la plupart des métaux proviennent d'éléments dits telluriques ou de matières premières telluriques naturelles, comme les argiles, les pigments, potentiellement des produits aussi d'origine pétrolière, comme certaines paraffines. Ça peuvent provenir également de substances végétales, comme les algues, notamment pour ce qui est de l'arsenic ou de l'iode. Et également, les eaux, par exemple, peuvent contenir des petites quantités de différents métaux sans forcément poser de préjudice particulier. On peut parler aussi d'origine synthétique, même si dans le cadre des éléments, il n'y a pas vraiment de synthèse des éléments chimiques. Les éléments chimiques se transforment et on ne peut pas les créer. Malgré tout, certaines substances dites synthétiques peuvent être des vecteurs d'éléments chimiques, notamment de métaux lourds. Je pense par exemple aux catalyseurs utilisés pour la synthèse de certains plastiques, l'antimoine, le palladium, le platine, le nickel, voilà, notamment peuvent être transportés via ces plastiques. Dès lors, quelles sont les méthodes d'analyse disponibles pour mesurer, identifier et évaluer la concentration des différents métaux ? J'aime faire une analogie assez spéciale, on va dire, entre le cubisme et la chimie analytique. L'idée du cubisme, c'est de multiplier les angles de vue pour rapprocher la réalité de quelque chose de complexe. C'est une forme de surréalisme, d'aller au-delà des apparences pour voir ou ressentir l'entièreté d'un objet et de tout ce qu'il signifie et de tout ce qu'il a comme bagage avec lui. En fonction de l'angle, là en l'occurrence pour la chimie de la technologie, on ne verra qu'une partie d'une réalité complexe. Il existe énormément de technologies qui permettent de doser les éléments métalliques dans les produits cosmétiques. Cependant, depuis quelques années, notamment depuis 2014, un rapport technique permet de lister les principales technologies utilisées en cosmétique pour doser ces éléments. Parmi ces méthodes, on retrouve la colorimétrie ou la titrimétrie, la spectroscopie d'absorption atomique, le plasma couplé inductif et enfin la fluorescence de rayonnement X. Concernant les méthodes colorimétriques ou titrimétriques dont je parlais à l'instant,
Il faut savoir que ce sont des méthodes qui ont été très utilisées pendant une période, beaucoup moins maintenant. Ce sont souvent des méthodes qui sont très spécifiques à un métal malheureusement, c'est-à-dire que si vous voulez doser 2, 3, 4, 5 métaux, il va falloir faire autant de dosages avec chacune une méthode très spécifique. Ce sont également des façons de travailler qui sont très sensibles aux interférences et en particulier ça pourrait être très problématique pour les produits colorés puisque c'est la base même de l'indicateur de la réaction, c'est la couleur. Or, dès qu'on va travailler sur du maquillage notamment, on a un très fort risque de mauvaise interprétation du résultat uniquement lié à la présence de ces pigments. Concernant la méthode suivante, il s'agit de la spectroscopie d'absorption atomique. Pour faire simple, et je vais essayer d'aller très vite pour ça, globalement, les éléments vont passer à l'état de gaz ou atomique, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus former de liaison et ça ne va plus être des molécules, grâce à une flamme. Et on va faire passer à travers cette flamme, donc à travers ces éléments à l'état atomique, un rayonnement qui va être partiellement absorbé par chacun des éléments en laissant une trace typique de chacun de ces éléments. Cette technologie, qui n'est plus toute jeune, mais qui continue d'être actuelle, on va dire, présente l'avantage d'être très très sensible, très spécifique. Par contre, elle ne va pas fonctionner pour tous les métaux. Il va souvent falloir diluer énormément l'échantillon, ce qui rajoute de l'incertitude. Et clairement, certaines matrices ne vont pas du tout être adaptées, et notamment certains des cosmétiques ne seront pas du tout adaptés à ce type de technologie. Troisième méthode sur laquelle nous allons passer un petit peu plus de temps et qui est actuellement peut-être la plus suivie, la plus utilisée, c'est l'ICP, le plasma couplé inductif. Très schématiquement, on aspire un liquide, on génère un spray. Ce spray, on va générer une décharge électrique, un plasma, un peu comme un éclair ou un arc électrique. Et l'idée, c'est qu'on va maîtriser un arc électrique constant plutôt que de faire des décharges ponctuelle, ça va être une décharge en continu. On va générer un état plasma, c'est-à-dire un état atomique ionisé de très très haute énergie. Et là, on va avoir deux solutions. Soit on mesure le rayonnement qui est émis par ce plasma, c'est le principe de l'ICP-AES, donc d'émission atomique. Soit on va récupérer l'élément chimique ionisé et l'envoyer vers un spectromètre de masse, c'est l'ICP-MS. Précision complémentaire, pour fonctionner, l'ICP a besoin que les éléments soient en solution, solubles. Et pour ce faire, la technologie consiste à minéraliser, digérer complètement l'échantillon pour en libérer les éléments métalliques à l'intérieur. En fonction du type de minéralisation qu'on va faire, on va générer finalement des solubilités différentes. Et donc on va impacter le résultat énormément en fonction de la puissance de la minéralisation. Et là, vous avez un catalogue très grand. Chaque laboratoire a sa propre cuisine, j'allais dire, sa propre recette pour obtenir la minéralisation qu'il souhaite. Et c'est très dur d'obtenir un consensus sur quelle est la bonne minéralisation, puisque finalement, il n'y en a pas. Tout dépend du niveau d'information que vous souhaitez obtenir. Très rapidement, deux exemples pour illustrer l'impact de la minéralisation sur le résultat en ICP. Vous voyez sur la partie haute, le tableau, notamment sur les dosages d'oxyde de zinc et dioxyde de titane, qu'en fonction du type de minéralisation, acide nitrique en conteneur ouvert, acide fluorhydrique en conteneur ouvert ou le mélange des deux acides mais à l'aide d'un système micro-ondes, qu'on obtient des résultats très différents qui, en termes d'exploitation et de conformité, vont être très durs à exploiter. De la même manière, sur des recherches d'éléments traces, on peut avoir un impact vraiment significatif de la minéralisation sur l'expression du résultat et notamment sur sa conformité. Que faut-il dès lors retenir de l'ICP et de l'ICP-MS pour le dosage des métaux en cosmétique? Globalement, c'est une méthode très spécifique qui permet de doser presque tous les éléments du tableau périodique. On est sur une méthode qui, en fonction des technologies, mais est quand même très sensible, qui permet de descendre à des niveaux de concentration très bas. Malgré tout, il y a des petits défauts. Notamment, il va falloir extrêmement diluer les échantillons
pour pouvoir doser les substances en très grande quantité, comme les actifs, que sont notamment l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Ce qui fait que ça va rajouter de l'incertitude. Ce sont des méthodes, comme la spectroatomique aussi, qui sont destructives, c'est-à-dire que l'échantillon n'est pas récupérable à l'issue de l'analyse. Ce sont également des méthodes pour lesquelles la minéralisation va avoir un impact énorme sur les résultats et notamment sur sa reproductibilité dans le temps. Et ça va jouer également sur le délai d'analyse, puisque ce sont des étapes indispensables qui prennent beaucoup de temps et qui forcément ont un certain coût. Et en outre, pour ce qui est des cosmétiques, le mercure est analysé à part, c'est-à-dire que l'ICP n'est pas la méthode de choix pour le dosage du mercure. Dernière méthode à notre disposition, la fluorescence X. Comment ça marche? Eh bien, c'est assez simple. On va bombarder les atomes avec un rayonnement de haute énergie, les rayons X, qui vont éjecter un électron de la couche électronique de chacun des éléments chimiques. Et après, je vais avoir une recombinaison, une restructuration, un réarrangement des électrons, des couches électroniques qui vont libérer de l'énergie, donc un rayonnement, une lumière typique du réarrangement des électrons. Chaque atome ayant son propre arrangement électronique, on va avoir un certain nombre de raies d'émission qui sont typiques de chacun de ces éléments. C'est le principe de la fluorescence. Ce que l'on obtient avec la fluorescence X, c'est une combinaison complexe de spectres, un spectre très complexe avec énormément d'éléments qui sont superposés les uns des autres. Et ce qui fait le nouveau ou le renouveau de cette technologie X historique, c'est justement cette capacité qu'on a désormais avec certains outils informatiques de faire une déconvolution du signal qui permet vraiment d'exprimer très finement la concentration de chacun de ces éléments. Il est important aussi de garder en tête que c'est une méthode qui nécessite un regard humain et une validation par un opérateur doué d'une certaine expérience et d'une certaine expertise pour valider ces résultats-là. Et également, il est possible de regarder les résultats à travers un prisme, vraiment celui des cosmétiques, en faisant apprendre à la technologie ce qu'est un produit cosmétique et ses spécificités. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de cette technologie, la fluorescence X, pour les produits cosmétiques? Il n'y a pas de préparation d'échantillons, il n'y a pas de dilution, c'est extrêmement rapide, puisqu'en 5 à 20 minutes d'acquisition par échantillon, on a un résultat complexe. C'est finalement très simple et non destructive, c'est-à-dire que l'échantillon qui sert à l'analyse peut être récupéré en l'état, celui-là et pas un autre, pour potentiellement faire des analyses complémentaires ou différentes, ou carrément des dosages de conservateurs ou de filtres UV si vous le souhaitez. Uniquement 5 grammes d'échantillon suffisent. Et on a des limites de détection de l'ordre du ppm qui sont largement suffisantes pour une prise de décision toxicologique ou un rappel de l'eau ou du libératoire de ce type-là. Forcément, il y a des inconvénients. On a un risque d'interférence sur certaines matrices minérales très chargées, donc notamment certains pigments, mais pas tous, mais certains présentent des problèmes d'interférence. On a une sensibilité qui n'est pas exceptionnelle au regard des autres technologies, mais comme je disais, qui est quand même suffisante pour une prise de décision. Il faut être très attentif à l'homogénéité des échantillons. C'est une technologie qui est très sensible à potentiellement un gradient de concentration dans l'échantillon. Donc, pour avoir vraiment une image importante, il faut que le produit soit absolument homogène. Et autre petit détail, il faut une PCR, donc ça n'a rien à voir avec les tests anti-Covid. Mais une personne compétente en radioprotection, ce sont des rayons X comme la radiologie ou voilà, les contrôles de surface. Et donc, il faut une personne désignée auprès des autorités comme référente sur cette technologie-là. Les applications préférentielles de la fluorescence X sont avant tout les actifs en présence et notamment les produits solaires. L'oxyde de zinc, le dioxyde de titane. On peut voir sur la diapositive qui est présentée actuellement que dans 95% des cas, on peut libérer les lots de produits solaires en 1 à 3 jours ouvrés, sans difficulté, là où les autres technologies vont
prendre beaucoup plus de temps et pas forcément avec un taux de libération aussi élevé. Donc clairement, c'est la méthode de choix de libération des produits solaires. Tout en gardant en tête la question d'homogénéité dont je parlais juste avant. Les applications de la fluorescence X. De manière générale, c'est une technologie qui s'applique pour le dosage des actifs. Donc, qui dit des actifs, dit notamment les actifs solaires. Bien sûr, les solaires. Le titane, le zinc, ça marche extrêmement bien. On a une libération de 95% des lots en 1 à 3 jours. Alors que pour les autres technologies, il faut beaucoup plus de temps. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout, que l'on ne se limite pas qu'au solaire. Autre application majeure, le dosage des 6 métaux lourds classiques de la cosmétique, nickel, arsenic, cadmium, plomb, mercure et antimoine. Cette technologie permet sur la plupart des matrices légères un dosage de ces 6 métaux au niveau du ppm, donc ce qui est largement suffisant pour un évaluateur de la sécurité pour signer son dossier, en 1 à 3 jours ouvrés. Ça permet de screener toute une gamme de produits en un temps record. Pour conclure, les métiers de l'analyse évoluent, ils évoluent vite. Ils évoluent parce que le milieu de la cosmétique évolue lui aussi, très très vite. Les formules d'aujourd'hui ne sont plus celles d'il y a 5 ans et le process de référencement des matières premières est devenu extrêmement court. Ils font donc des méthodes diverses, multiples, qui vont permettre de répondre à tous ces changements avec des angles de vue différents. Vous l'aurez compris, pour ce qui est du dosage des métaux, on a 2 technologies préférentielles, l'ICP et la FluoX. Mais ce n'est pas tout, il y a effectivement d'autres méthodes qui sont aussi adaptées. La compétence et notre engagement en tant qu'Analytech, c'est de vous orienter vers la bonne technologie qui répond à vos besoins et à vos attentes.